Europe 1 Soir. 19h, 21h, Rudi Saada. Depuis maintenant 3 jours, les rues de Téhéran et les couloirs de certaines universités grondent. Lundi, des commerçants avaient fermé boutique pour dénoncer une grave crise économique exacerbée par la rapide dépréciation de la monnaie nationale. Une contestation que le régime des Mollahs dit entendre, mais qu'il ne parvient pas à contenir. Pour en parler, nous sommes donc toujours en studio avec nos débatteurs Jean-Michel Salvatore et Alexandre Malafaye, et en ligne avec le journaliste franco-iranien Emmanuel Razavi. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. Merci d'être avec nous ce soir sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le co-auteur avec Jean-Marie Montali de l'excellent livre La pieuvre de Téhéran, sorti il y a quelques mois aux éditions du Cerf. Alors peut-être pour démarrer et expliquer aux auditeurs les causes de cette grogne. Il y a une crise économique, mais il y a aussi une crise structurelle en Iran. Oui, mais d'ailleurs vous l'avez très bien raconté, depuis maintenant dimanche, les commerçants de plusieurs villes ont fermé boutique. Alors c'est vrai à Téhéran, c'est vrai à Ispahan. Il y a notamment en fait le bazar de Téhéran qui a fermé. Alors le bazar de Téhéran, il faut comprendre en fait que c'est le véritable poumon commercial, économique en fait de l'Iran. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que la monnaie iranienne ne vaut strictement plus rien. Pour vous donner en fait une idée, acheter $1, ça coûte à peu près 1 400 000 rials. Autant dire qu'il faut aller acheter $1 ou changer, je dirais, ces rials contre $1 avec une brouette. Et en fait, c'est en train de mettre l'Iran, l'économie iranienne, totalement en fait à l'arrêt. Une réalité, c'est que les commerçants donc ne peuvent plus se fournir en matière, en denrées, pour les revendre derrière. Les Iraniens se retrouvent, même les Iraniens riches, avec de l'argent qui vaut rien, en tout cas quand il n'a pas été transformé en or, on pourrait y revenir. Donc en fait, si vous voulez, on a un pays qui est devenu totalement exsangue. Alors pas en l'espace de quelques jours, parce que la dévaluation, si vous voulez, du rial, la monnaie iranienne, comme l'inflation, évidemment, tout ça a galopé en fait depuis des mois, pour ne pas dire en fait depuis des années. Mais ces derniers temps, vous savez qu'il y a eu, un renforcement des sanctions internationales, et tout ça ajouté à la corruption qui gangrène l'économie iranienne depuis plus de 45 ans, si vous voulez, ça a conduit clairement la République islamique d'Iran au bord du gouffre, tout au moins en tout cas sur le plan économique, parce que va se poser la question de savoir comment dans les prochaines semaines ils vont payer les salaires des fonctionnaires, des policiers, des militaires. Et évidemment, dans un pays, l'Iran, où il y a une crise terrible économique, je le dis d'un mot pour vos auditeurs qui ne le sauraient pas, 2/3 des Iraniens vivent en dessous du seuil de pauvreté, 2/3 du territoire iranien n'a plus accès en fait à l'eau potable, vous ne pouvez quasiment plus vous procurer en fait certains médicaments en fait en Iran, ou alors à des prix qui sont exorbitants. Bref, tout ça a plongé en fait à nouveau les gens dans la rue, mais pas que les commerçants, donc les gens qui sont touchés, je dirais, à leur portefeuille, dans leur vie quotidienne, et puis aussi, vous l'avez très justement dit tout à l'heure, les étudiants. Alors, comment réagit le régime ? Cet après-midi, Massoud Pezeshkian, le président iranien, a parlé de revendications légitimes, et donc dit écouter les revendications du peuple. Alors, c'est intéressant ce que vous dites là. C'est effectivement Massoud Pezeshkian, qui est le président de la République islamique d'Iran, a très clairement dit, à l'attention d'ailleurs du ministre de l'Intérieur, donc celui, si vous voulez, qui est garant de l'autorité policière, lui a demandé d'être à l'écoute des revendications des manifestations, donc qu'il jugeait en fait très légitimes. Sauf que on a pu voir des vidéos ça et là qui ont été tournées dans différentes villes en fait d'Iran, où la police, tout au moins à coup de flashball, a tiré sur la foule. Ce qui veut dire que le président Pezeshkian, en fait, d'un côté, il donne, en tout cas, il enjoint au ministre de l'Intérieur, qui est tout puissant quand même, en Iran, de ne pas, aller cogner ou tirer en fait sur la foule. Mais dans les faits, les policiers en fait le font. Donc ça montre bien aussi qu'il est totalement dépassé en fait par la situation. Je le dis depuis un moment. En Occident, on a le sentiment que Massoud Pezeshkian est peut-être une garantie sur l'avenir. On oublie en fait que il appartient au clan des réformateurs iraniens, mais les réformateurs, ils sont eux-mêmes en fait pris dans la tourmente des affaires,
des trafics, narcotrafic, trafic d'art, trafic d'armes, prostitution. Ce sont des gens souvent issus du réseau des gardiens de la Révolution, le bras armé en fait du régime. C'est des gens qui sont pas mieux en fait que les conservateurs. Je dirais que c'est les deux faces d'une même pièce. Et aujourd'hui, les Iraniens ne veulent plus de ces gens-là. Massoud Pezeshkian aujourd'hui, si vous voulez, en Iran, il a globalement assez peu de soutien. En clair, et même au sein du régime qui est très fracturé en fait en interne, on le voit bien avec le ministère de l'Intérieur qui n'écoute pas, les policiers qui n'écoutent pas lorsqu'il les enjoint à ne pas tirer sur la foule. Et donc c'est une crise économique qui se transforme très vite en crise et revendications politiques. Jean-Michel Salvatore. Alors justement, sur les conséquences politiques possibles, est-ce que vous pensez que le régime est clairement menacé ? Est-ce que ce régime des mollahs pourrait tomber ? Vous posez la question qui est essentielle. Ce soir, moi j'ai discuté avec plusieurs représentants des mouvements en fait d'opposition iraniens, donc des gens de centre-gauche, les libéraux plutôt à droite, les nationalistes, également en fait des représentants en fait du mouvement monarchiste. C'est la question que tous posent. Évidemment, c'est leur souhait. En fait, tout le monde constate que ce régime, en fait, est au bord du gouffre. Mais c'est pas la première fois, en l'occurrence, qu'il y a des manifestations importantes en Iran, qu'on pense que le régime va tomber. Il y a une réalité, c'est que ce régime est un régime ultra répressif et que la police, elle tire lorsqu'elle arrête des manifestants. C'est la casse-prison. Je vous rappelle que depuis le mois de juillet, après la guerre des 12 jours, il y a plus de 30 000 personnes qui ont été arrêtées. Dans les prisons iraniennes, on torture. Il faut pas l'oublier. Donc cet aspect, cette dimension répressive évidemment du régime, elle pose quand même la question de savoir combien de temps encore il peut se maintenir. Mais moi ce que je pense aujourd'hui, en analysant tout ce qui est dit de part et d'autre, à la fois par des gens qui appartiennent au régime mais aussi les opposants, c'est que de toute façon ce régime est failli. Ça prendra peut-être quelques semaines, quelques mois, mais de toute façon quand il n'y a plus d'argent, écoutez, il n'y a plus d'économie tout simplement, et se pose la question en fait de savoir comment il peut tenir et entretenir tout simplement une administration des forces de police et des forces militaires au sein desquelles il y a déjà des défections. Alexandre Malafaille. De toute façon, il y a des années que ce régime aurait dû tomber ou aurait pu tomber, mais à chaque fois, il avait des capacités de résistance qui ont quand même été vraiment mises à mal par la fameuse guerre des 12 jours. Et ça, c'est clair que c'est, de mon point de vue, un game changer. C'est-à-dire c'est l'élément qui fragilise définitivement l'édifice. Alors, ce n'est pas une déflagration immédiate, c'est une déflagration lente, mais petit à petit, les conséquences de ce qui s'est passé est en train de porter ses fruits, si je puis dire. Et le régime n'a peut-être plus les moyens de tenir, parce que l'hyper-répression finit aussi, bien sûr, par tenir ses limites. Une question très simple. Par quoi on remplace ce régime ? J'ai lu dans la presse aujourd'hui qu'il y avait des coalitions, des mouvements qui appelaient des espèces de coalitions, des oppositions, y compris pourquoi pas avec un retour aux royalistes. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une figure qui sortirait un peu du lot pour pouvoir incarner une transition, un changement ? Alors vous avez raison, c'est aussi une question importante. Effectivement, certains mouvements d'opposition appellent à une coalition, c'est important de le souligner, démocratique et laïque. La majeure partie en fait des groupes d'opposition et de résistance iraniens, pour ne pas dire tous, sont démocratiques en fait et laïques. Bien sûr, moi les opposants, les responsables en fait des mouvements d'opposition avec lesquels j'ai discuté aujourd'hui, y compris ceux qui appartiennent, je dirais, à la gauche républicaine, disent qu'ils sont prêts à une coalition en fait avec Reza Pahlavi, le prince Reza Pahlavi, qui est le chef de l'opposition monarchiste en exil aux États-Unis, qui est le fils du dernier Shah d'Iran, de Mohammad Reza Shah, qui est mort en 1980 et qui avait quitté l'Iran en 1979 après la Révolution. Moi, je pense aujourd'hui, si vous voulez, que l'Iran ne manque pas de grandes figures charismatiques qui sont prêtes à se mettre autour de la table, y compris avec Reza Pahlavi aujourd'hui. Je crois qu'on est dans un moment où presque tout le monde a compris que le moment de l'union entre les mouvements en fait d'opposition était nécessaires. Elles ont en commun, comme je l'ai dit, le fait d'être toutes laïques. Elles veulent plus entendre parler en fait de religion, en tout cas comme gage ou garante, en tout cas du pouvoir. L'islamisme pour les Iraniens, c'est terminé. La Fondapol a sorti une étude au mois de juillet dernier qui disait que 81% en fait des Iraniens ne veulent plus entendre parler de république islamique. Ce qui est sûr, c'est que les Iraniens réclament la démocratie, la laïcité, l'égalité homme-femme. Dans les rues de Téhéran, depuis 48 heures, on entend scander, et ça, c'est très étonnant, on entend scander
partout, à Mashhad, à Ispahan, à Téhéran, le nom du prince Reza Pahlavi avec des appels au retour justement de cette monarchie. Avec une nuance, c'est que les Iraniens qui demandent le retour de Reza Pahlavi veulent une monarchie a priori constitutionnelle. Mais on imagine bien que le régime ne va pas tomber en 48 heures et quand bien même il faudra, de longs mois, peut-être des années, pour mettre en place, via un gouvernement de transition, c'est ce que disent en fait aujourd'hui les groupes d'opposition, un nouveau système politique qui soit pérenne en fait sur le long terme. Donc il y a beaucoup de questions évidemment qui se posent ce soir, à l'heure où on se parle, qui sont loin d'être résolues. Alexandre Malafaille. Et les Moudjahidines du peuple dans cette opération, ils peuvent jouer quel rôle ? Écoutez, les Moudjahidines du peuple, aujourd'hui, ils comptent pas en Iran, ou très peu, enfin, si vous voulez. Les Moudjahidines du peuple, ils ont plus, en fait, aujourd'hui, je pense, d'aura à Paris ou à Washington, parce qu'ils font beaucoup, en fait, de lobbying. Mais je crois que dans les études qui ont été faites, de mémoire, globalement, aujourd'hui, ils représentent à peine 1,5%, en fait, de la population, enfin, en Iran. Et puis, ils ont laissé un très mauvais souvenir. D'abord, les Moudjahidines du peuple, il faut rappeler que ce sont des islamo-marxistes. Ils ont fait la révolution avec l'ayatollah Khomeini en 1978. C'est eux qui ont contribué avec Khomeini à renverser le Shah d'Iran. Ils ont commis à l'époque un certain nombre de forfaits aux côtés en fait des islamistes avant de se fâcher avec Khomeini et d'être à leur tour, si vous voulez, pris pour cible. À ce moment-là, ils sont passés dans la résistance, mais ils ont rejoint Saddam Hussein en Irak, se sont battus contre l'Iran, donc ils ont laissé une assez mauvaise image en fait en Iran. Et vous avez raison de poser la question parce que c'est une question qu'il faut poser. Mais franchement, aujourd'hui, ils sont assez marginaux en dehors de certains cercles politiques ou médiatiques parisiens et américains. Jean-Michel Salvatore. Sur le plan plus géopolitique, est-ce que toutes ces oppositions très laïques ont une vision commune de leur relation future avec Israël et avec les États-Unis? Alors, j'ajoute justement que Donald Trump a donné une sorte de feu vert aujourd'hui à Benyamin Netanyahou du côté de Mar-a-Lago pour frapper à nouveau l'Iran si cela était nécessaire. Justement, on peut peut-être voir un lien entre ce qui est en train de se passer à Téhéran, à Ispahan et cette déclaration. Mais vous avez tellement raison. Israël est dans toutes les bouches des gens en fait que j'ai interviewés depuis 24 heures au sein des mouvements d'opposition avec une question. Que va faire Israël? Est-ce que Israël va opérer éventuellement des assassinats ciblés comme ils l'ont fait par le passé des têtes en fait du régime, à commencer par Ali Khamenei, mais aussi peut-être des commandants des gardiens de la révolution, vous savez, le bras armé en fait du régime. Une chose est certaine pour répondre à votre question, c'est que la majeure partie des groupes d'opposition, pour ne pas dire tous encore une fois, iraniens, veulent une relation pacifiée avec les Israéliens. La population iranienne, contrairement au régime, à la République islamique d'Iran, elle n'est pas du tout en fait anti-israélienne, bien au contraire. Vous avez plein de jeunes Iraniens qui manifestent aujourd'hui, qui disent qu'ils espèrent que l'Iran deviendra une démocratie, la deuxième démocratie du Proche et du Moyen-Orient après Israël. Il y a une très vieille histoire, je l'ai déjà raconté sur votre antenne par le passé, je ne vais pas le refaire, mais il y a une très vieille histoire, si vous voulez, commune au peuple juif et au peuple perse qui a 2600 ans. Il n'y a bien en fait qu'aujourd'hui que les tenants de la République islamique, les chefs de la République islamique et des gardiens de la révolution qui veulent encore rayer Israël de la carte en Iran. La population, elle veut des rapports pacifiés avec Israël, elle souhaite faire du business avec Israël une fois que la paix sera revenue. Et ça, vous l'entendez de la part de l'ensemble en fait des chefs des oppositions iraniennes, évidemment, à commencer par Reza Pahlavi, les monarchistes, et évidemment les libéraux. Merci à vous, Emmanuel Razadia, de nous avoir éclairé sur ce qui est en train de se passer en Iran et qui est extrêmement important.